Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Mardi des Bernardins. Je salue le public présent ce soir dans le grand auditorium du Collège des Bernardins, mais également les téléspectateurs de KTO et les auditeurs qui nous suivent sur Radio Notre-Dame. Ce soir, nous allons parler d'argent, de richesse même, avec un titre qui peut être un petit peu provocateur, « Enrichissez-vous ». Ce n'est pas ni un mot d'ordre ni une injonction, mais c'est plutôt une façon de traduire l'état d'esprit de notre société et une invitation à nous interroger sur notre rapport à l'argent. Pourquoi veut-on s'enrichir? Comment s'enrichir? Jusqu'où s'enrichir? Qu'est-ce que l'on gagne et qu'est-ce que l'on perd en s'enrichissant? Pour débattre sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Tout d'abord, Monique Pinson-Charlot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous avez été directrice au CNRS jusqu'en 2007 et vous vous intéressez depuis longtemps au sujet qui nous rassemble ce soir. Vous avez d'ailleurs publié plusieurs ouvrages coécrits avec votre mari, Michel Pinson, qui est également sociologue. Je vais citer les 2 derniers ouvrages. L'argent sans foi ni loi, qui est paru aux éditions textuelles en 2012, et plus récemment La violence des riches, chez Zone, paru en 2013. À ma droite, Jean-Christophe Delaunay, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez depuis près de 20 ans dans le domaine du multimédia, tant dans des grands groupes comme SFR ou Numéricable, que dans des start-up sur Internet. Et vous avez d'ailleurs cofondé Word Online et Bizik. Vous nous direz un petit mot de ce que sont ces sociétés. Père Antoine de Romanet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé de Notre-Dame d'Auteuil à Paris. Vous êtes également co-directeur du département de recherche Société, Liberté, Paix, ici au Collège des Bernardins. Et vous avez contribué à la rédaction du rapport moral sur l'argent dans le monde en 2013. Et enfin, Jean-Marc Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Fertigaz, que vous avez cofondé. C'est une société d'ingénierie et d'exploitation de sites de biogaz. Mais vous êtes également président bénévole de la fondation AMIPI, AMIPI Bernard Vendre, association d'aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées, dont le fondateur Bernard Vendre est décédé il y a juste quelques semaines. Maurice Vendre, qui est son père. Ah oui, Maurice, c'est ça. Trisomique. D'accord, la fondation porte le nom de son fils trisomique, voilà. Exactement. Ma première question va être pour vous, Monique Pinson-Charlot. Pourquoi cherche-t-on à s'enrichir? C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui cherche à s'enrichir de la même façon. Donc, avec mon mari, on est sociologue. Et au fond, toute question qui est posée par rapport à ce qui est social, le goût de l'enrichissement, le rapport à l'argent, s'inscrit forcément, de notre point de vue, du point de vue des lunettes que nous vous proposons ce soir, dans des rapports de classe. C'est-à-dire que entre la classe dominante, celle qui cumule aujourd'hui toutes les formes de richesse et tous les pouvoirs, qu'on peut appeler aussi une oligarchie, entre les classes moyennes et les classes populaires, le rapport à l'argent est fondamentalement différent. Ce que je défendrai ce soir, c'est que dans la classe dominante, il y a un rapport profondément collectif, un rapport de classe à l'argent, alors que dans les classes moyennes et dans les classes populaires, il y a un rapport individuel à l'argent. C'est-à-dire que l'argent, tel qu'il a évolué dans nos sociétés occidentales, regroupe, rend solidaires les plus riches, mais divise dans l'envie et la jalousie individuelle les dominés qui en France, représentent à peu près 95% de la société, si je pense à tous les salariés, face aux 5%, 1% qui ont accès aux revenus financiers de la planète finance. Alors là, on parle des plus riches, il y a également... une classe moyenne qui va également chercher à s'enrichir. Jean-Christophe Delaunay, est-ce que vous avez le sentiment qu'on cherche toujours à s'enrichir? Et qu'est-ce que va conférer cette richesse? Alors, moi déjà, je ferai un distinguo justement entre la richesse héritée et la richesse acquise. Ça répond pour partie déjà à la question. Effectivement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie de la richesse acquise. C'est-à-dire que là, on parle des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui visent à améliorer leur vie au quotidien par plus de facilité. Et je vais le regarder plutôt sous mon prisme, qui est celui du prisme de l'entrepreneur qui crée et qui développe des activités. Alors, la richesse acquise, pour la développer, suppose 3 choses. Elle suppose une prise de risque. Et c'est déjà quelque chose de segmentant, car tous les individus n'ont pas la même appétence au risque. Certains sont prêts à en prendre, d'autres moins. Mais c'est clair que pour créer et développer une entreprise et espérer du coup en recueillir le fruit,
Ça suppose de prendre des risques. C'est souvent pas de salaire, c'est souvent des responsabilités sur ses biens propres, c'est des horaires sans fin, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Ça suppose aussi une réussite. C'est-à-dire que beaucoup sont ceux qui entreprennent, mais tous ne réussissent pas. Et lorsqu'on ne réussit pas, souvent, il ne reste pas grand-chose à la personne qui a échoué. Et le troisième point sur ce développement de la richesse d'un point de vue entrepreneurial, c'est que lorsqu'il y a une création de valeur et que lorsqu'il y a une richesse qui se crée pour l'entrepreneur, cette création de valeur est bien plus vaste et bien plus générale que celle qui affecte sa petite personne. Pourquoi ? Parce que s'il a réussi, ça veut dire que son entreprise, son projet, sa société, sa fondation, peu importe la forme que cela prend, a eu du succès. Ça veut dire qu'elle s'est développée, ça veut dire qu'il a créé des emplois, ça veut dire qu'il a créé de l'activité, ça veut dire qu'il a reversé des taxes, qu'il a reversé des impôts. Et donc, mécaniquement, cette activité qui se développe rayonne et redistribue de manière quasi automatique un peu de richesse. Et c'est en cela que cette création de richesse sous le mode acquisition, création, est pour moi fondamentalement vertueuse, car elle est synonyme de croissance. Et on voit bien aujourd'hui, dans notre contexte depuis maintenant quelques années, que la croissance, c'est justement ce qui nous fait cruellement défaut. Et qu'on aimerait tous en avoir plus pour avoir plus d'emplois, moins de taxes, mécaniquement, moins d'impôts, et que tout ça recrée une spirale vertueuse. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, ensuite, c'est l'usage qu'on fait de cet argent. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. Jean-Marc Richard, j'aurais voulu vous entendre sur ce sujet. Vous invitez à réagir. Moi, je vais avoir peut-être un point de vue et un prisme un peu différent. Je pense que la société actuelle française, mais ça peut être généralisé sur le plan occidental, développe deux tendances importantes. D'une part, un endettement considérable qui va trouver ses justifications parce qu'on veut maintenir une offre et puis une demande et puis également en subvenir aux besoins d'une grande quantité de personnes. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on voit de plus en plus de gens mis au bord de la route, avec des activités ou sans activité. Et donc, personnellement, tout le monde souhaite effectivement que tout le monde s'enrichisse, mais on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué que cela. Et je crois que ça a des explications dont on pourra échanger tout à l'heure. Essentiellement parce que on a des idées dominantes qui visent plutôt à travailler dans des domaines comme le financier, dans les activités juridiques, du tertiaire de manière massive, et des mondes qui sont aujourd'hui totalement oubliés, en France en tout cas, sont les mondes de l'usine, et c'est quelque chose qui, de par ma propre expérience, m'interpelle. Père de Romanet, je voudrais aussi vous entendre en tant qu'homme, bien sûr, et aussi en tant que prêtre, sur ce rapport que l'on a à l'argent aujourd'hui. On a le sentiment quand même que l'on a une société dans laquelle l'argent est passé du moyen à la finalité. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, je crois que c'est de toujours à toujours. Et l'Écriture manifeste combien l'argent est un révélateur. L'Écriture nous présente l'argent comme idole par excellence. Et donc, c'est un risque à ce sujet. Et l'Écriture nous offre un certain nombre de mises en garde. Mais si c'est potentiellement une idole, c'est aussi un excellent serviteur. L'argent peut être à l'usage du meilleur. Il faut bien se dire qu'au fond, l'argent en soi n'est ni bien ni mal. L'argent n'est pas bon ou mauvais par lui-même. Il y a un bon et il y a un mauvais usage de l'argent. C'est toujours la question de savoir qui est le maître et qui est l'esclave. Est-ce que je suis maître de mon argent ou est-ce que je suis son esclave ? Voilà, il y a un usage des biens matériels qui libère l'homme, en mettant l'argent à sa juste place. Et donc, ce dont il s'agit, c'est d'ordonner la fin et les moyens, de ne pas confondre l'outil et le but. Donc, l'argent lui-même est quelque chose de positif, dans la mesure où, d'ailleurs, Jésus en use sans réticence. On a besoin d'argent pour vivre, le travailleur mérite son salaire. À bien des égards, la question n'est pas tellement celle du montant du stock, mais celle du flux. Et l'argent est un instrument de libération, à d'innombrables égards. C'est aussi un lieu de dignité. Par exemple, c'est très instructif de savoir que la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre prévoit qu'ils ont un pécule quotidien
pour s'acheter du dentifrice, des timbres et des enveloppes, mais on considère que la dignité humaine nécessite d'avoir un minimum d'argent à sa disposition. Voilà. Avec l'argent, on peut faire des tas de choses absolument superbes et magnifiques. L'argent est un pouvoir. Il est légitime de vouloir agir et avoir un pouvoir. La question est pour qui, pourquoi, au bénéfice de qui, et dans quelle dynamique. Et c'est toute la question pour une part de notre soirée. L'argent est un gage offre une liberté en tout cas. Ce que vous dites à propos des prisonniers, par exemple, c'est un sentiment de liberté qu'on peut avoir quand on a la capacité d'acheter, d'acquérir. L'argent vous offre une capacité. L'argent vous donne de pouvoir, de manière effective, d'abord subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille, ce qui est quand même un premier souci pour la plupart des hommes de cette terre. Et donc, il est parfaitement légitime de vouloir améliorer le bien-être de sa famille, étant entendu que ma famille ne se limite pas strictement à ma famille de sang, mais que dans une dimension de fraternité, tous les hommes sont mes frères, et que j'ai le légitime souci de vouloir améliorer la situation de tous ceux qui m'entourent, et d'entrer dans une dynamique de création de richesse qui profite à tous, création de richesse qui respecte bien entendu le monde qui m'entoure, donc le respect de l'écologie, le respect des générations qui me suivent. Une richesse qui n'est pas d'ailleurs que matérielle. La richesse, elle est fondamentalement culturelle, spirituelle, intellectuelle, relationnelle. Et voilà, il n'est de richesse que d'homme. Et donc la richesse n'a de sens qu'au service de l'homme. Et quelle joie que de pouvoir faire du bien autour de soi. C'est un moyen, c'est une responsabilité, c'est une charge. Jean-Christophe Delaunay, ce moyen de faire du bien autour de soi, il en va de chacun d'avoir une responsabilité de faire bon usage de l'argent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui vient d'être dit par le père de Romanet est, je pense, acquis par tout le monde, ou en tout cas devrait l'être si ce n'est pas le cas, qui est que l'argent est un moyen et non pas une fin. Et ce moyen, il doit être utilisé pour des objectifs. Alors, si je me place d'un point de vue plutôt économique, qui va être un peu, je pense, mon axe ce soir, clairement, quelqu'un qui effectivement a créé, a développé de la richesse, a acquis de la richesse par le développement de son entreprise, de ses activités, il va y avoir en tout cas je vois, moi aujourd'hui, dans le monde du numérique, qu'il y a deux réactions qui sont quasi systématiques. Et c'est intéressant à constater. La première, et le père de Romanet vient de le dire, c'est évidemment sécuriser mon avenir, ma famille. C'est vrai que souvent, il y a eu des périodes de précarité qu'on crée, et que lorsque le succès est là, eh ben on cherche à sécuriser un petit peu le futur, parce que la précarité, c'est bien, mais dans des limites raisonnables. Mais la deuxième chose, et c'est ça qui est important, qui est caractéristique, et c'est particulièrement vrai du monde numérique, c'est que lorsqu'on regarde toutes les success stories des entrepreneurs aujourd'hui, c'est que ces personnes qui ont réussi sont des personnes qui généralement sont plutôt jeunes, ce sont des trentenaires, des cadras tout au plus, et ce sont des personnes qui réinvestissent massivement les biens, la richesse qu'ils ont acquise dans de nouvelles aventures entrepreneuriales. Et la presse focalise toujours sur quelques grands noms de l'Internet qu'on connaît tous, les Xavier Niel, les Simoncini, les Jacques-Antoine Grandjean, mais qui sont symptomatiques et représentatifs de la masse. Et effectivement, ces gens-là, aujourd'hui, qui ont acquis des fortunes qui peuvent sembler indécentes d'une certaine façon, mais qui ne sont pas des fortunes liquides directement, c'est des fortunes en valorisation de leur société, ce qui est déjà une nuance importante. Réinvestissent tout cela dans de nouvelles aventures en finançant des jeunes startups, des jeunes pousses, pour parler français. Et ce faisant, ils font deux choses. Un, ils permettent à d'autres personnes, souvent des jeunes, qui partent de rien, de créer leur entreprise et d'essayer de la développer pour eux aussi participer à cette création de valeur générale. Et deux, en permettant à ces sociétés de se créer et de se lancer, mécaniquement, on crée une spirale vertueuse, puisque ces sociétés emploient, se développent, emploient, créent de la valeur, recyclent, etc., etc. Donc, au final, la clé pour tout cela, on le voit bien, c'est de créer un environnement favorable. Mais ça sera peut-être un autre sujet qu'on abordera plus tard, j'imagine. Mais le sujet de l'utilisation de la richesse, d'un point de vue économique, c'est de le réinvestir. Et c'est la finalité, c'est de le réinvestir. Et qui dit réinvestir, dire le remettre au service d'un projet et donc ne pas en faire une finalité en soi.
Monique Pinson-Charlot, j'aimerais vous entendre réagir sur ce que vous venez d'entendre. Merci. Alors, je rebondirai sur ce que vous avez dit, Père de Romanet. L'argent n'est ni bien ni mal. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire que l'argent, au fond, c'est une construction sociale, c'est une construction de l'humain. Et l'argent, c'est, au fond, l'État, à un moment donné, et là, autour de cette table, on le voit très bien, à un moment donné, l'état du rapport des forces entre les différentes classes sociales. Et aujourd'hui, on peut dire que l'argent, qui était quelque chose de profondément social, qui était là pour créer du lien, puisque ça permettait d'acheter des objets avec un étalon unique sans plus passer par le troc. L'argent qui était donc conçu profondément pour le vivre ensemble est devenu complètement asocial. Au point que... Et pourquoi c'est devenu complètement asocial? Au point que, par exemple, vous avez aujourd'hui des ordinateurs qui, en l'espace d'un millième de microseconde, spéculent sur, par exemple, les matières premières ou les ressources agricoles des pays pauvres comme l'Afrique ou d'autres pays comme cela. Alors, vous avez dit toujours, Père de Romanet, j'ai bien aimé les questions que vous avez posées, l'argent est un pouvoir et au bénéfice de qui? Et ça, évidemment, c'est une question qui, pour la sociologue, appelle la réponse. L'argent est au bénéfice de qui? De ceux qui possèdent les moyens de production, qui sont propriétaires des terres agricoles, qui sont propriétaires des biens immobiliers, qui sont des valeurs mobilières qui permettent la spéculation sur la planète finance, qui sont propriétaires de sociétés qui, comme l'a dit Monsieur Delaunay, qui créent de la richesse. Et ça, on y reviendra, mais je ne veux pas être trop longue. Ce que je veux dire, c'est que le système capitaliste dans lequel nous sommes aujourd'hui est un système qui est basé sur la prédation du travail d'autrui. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'était la corvée que devaient donner les serfs aux féodaux. Et aujourd'hui, c'est la plus-value. Et donc, c'est le travail d'autrui qui est volé. Alors aujourd'hui, les économistes, j'ai vu que dans la librairie du couvent des Bernardins, il y avait un livre des économistes atterrés. Il n'y a pas le mien, mais Anne Dauphine vous en a donné les références tout à l'heure. Et en plus, il est gratuit sur Internet, donc vous pouvez le consulter sans problème. J'ai vu que les économistes atterrés estiment aujourd'hui à peu près la prédation du travail d'autrui. Alors, Monsieur Delaunay ne cesse de parler de la création de la richesse, de tout le bienfait qu'il fait pour l'humanité, mais il ne dit pas qu'à l'inverse, les travailleurs aujourd'hui, ceux qui risquent, parce qu'il a parlé des risques qu'ils courent par rapport à son argent, mais les travailleurs qui, eux, vont au fourneau et risquent leur vie avec des travaux extrêmement dangereux et pénibles, moi, à mon avis, il y a quand même risque et risque. Et donc, aujourd'hui, dans notre France actuelle, c'est toujours, qu'on le veuille ou non, les travailleurs, les salariés, les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels qui créent la richesse. Et il n'y a pas d'autre forme de richesse. Et l'autre richesse dont on parle, y compris ce soir autour de cette table, c'est une richesse qui est en quelque sorte spoliée sur le dos des travailleurs qui risquent, eux, leur santé. Et voilà, leur santé. Je m'arrêterai là. Jean-Marc Richard. Oui. Donc, si vous voulez, beaucoup d'interrogations, parce que je partage assez votre point de vue, madame, sur le fait que on n'oriente pas forcément la création de richesse dans l'intérêt de toutes les parties. Il y a un livre que j'ai trouvé excellent, c'était L'argent sans maître. Et ce titre... Vous connaissez l'auteur? Je connais l'auteur, personnellement. Est-ce que vous pouvez nous le citer pour qu'on puisse bénéficier? Donc, L'argent sans maître, par Charles-Henri Philippi, ancien président de HSBC.
c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je pense que le titre est lui-même assez révélateur. C'est-à-dire qu'on se pose quand même la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Est-ce que l'intérêt général est bien compris? Parce que d'un côté, il faut quand même ce rôle de l'entrepreneur, et il faut quand même le favoriser, parce que c'est peut-être un phénomène de classe, mais néanmoins, moi j'observe que tous les milieux sont concernés, à condition que on respecte les différentes activités humaines. Je pense que dans notre société, on a totalement, et ça c'est une expérience vécue, totalement sous-évalué l'apport du travail manuel, du travail industriel. On l'a déprécié, alors qu'il y a d'autres sociétés qui, je pense, n'ont pas eu ce regard sur, en particulier, l'activité d'ouvrier. Vous avez des sociétés comme les sociétés allemandes, suisses, qui valorisent davantage l'industrie que ce que nous le faisons aujourd'hui en France. Et il y a juste une statistique qui illustre très bien cela. La population active qui est dans l'industrie représente que 15% de la population en France, quand c'est 25% en Allemagne. Le salaire d'un ouvrier en Suisse, c'est 3 000 francs à peu près, quand c'est autour du SMIC, plus 20% en France. Donc on a créé des tas d'activités de travail que j'appellerais reproducteurs. Vous avez des mairies de villes moyennes où vous avez 1000 personnes. Donc on se demande bien à quoi ça sert tout ça. Et le travail qui permet à des gens dignement de vivre, de faire vivre leur famille, d'économiser aussi un peu pour les jours moins bons. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas de pilote pour orienter l'investissement sur cet investissement productif. Et ça, c'est ce qui me préoccupe, moi, personnellement. On a défendu 750 emplois industriels, 7 usines dans l'activité câblage automobile. On ne le fait pas tout seul, on le fait en partenariat, bien sûr. On est obligé, c'est à la fondation, avec la fondation que je préside maintenant, et qui me prend à peu près son journée de bénévolat, parce que pour que l'activité soit rentable et équilibrée, il faut bien évidemment que le management fasse attention à ses propres rémunérations, ce qui n'est pas toujours le cas, à mon avis. Mais on reviendra sur la place, le rôle du bénévolat, peut-être voilà. Moi, j'avais envie, Jean-Christophe Delaunay, on voit quand même en France, on a, est-ce que j'oserais le dire comme ça, on a un problème avec les riches et la richesse. Hein. On a un problème avec une forme de culpabilité face à la réussite, que par exemple, on ne voit pas aux États-Unis. Hein. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'en France, justement, on a le sentiment, on nous donne le sentiment que quand certaines personnes réussissent, je ne parle pas forcément d'une réussite qui se valorise avec des millions et des millions, mais que la réussite donne parfois le sentiment que l'argent est pris à d'autres ou qu'on réussit sur le dos de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui peut... Alors là, c'est un vaste sujet qui, je pense, va chercher ses raisons dans la lointaine histoire française. Je pense qu'il faudrait remonter à très très longtemps, jusqu'aux sources du protestantisme même, puisque ça prend ces sources-là, mais la réalité aujourd'hui, sans refaire toute cette historique qui expliquerait pourquoi il y a un rapport effectivement à l'argent dans le monde latin qui est différent de celui qui existe dans le monde anglo-saxon, et on voit bien en disant ça qu'il y a un rapport aussi à la religion, le protestantisme versus le catholicisme qui est en jeu. Ce qu'on constate en tout cas aujourd'hui, sans refaire cette historique de raison, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a un succès dans le monde anglo-saxon, que ce soit britannique ou aux États-Unis, il est toujours perçu comme une réussite. Et comme une réussite qui suscite l'envie au sens positif, c'est-à-dire l'envie des autres au sens de « j'aimerais faire pareil ». Un cercle vertueux qui incite les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a en France, il suffit de voir l'ensemble des titres qu'on a régulièrement dans la presse d'ailleurs, c'est que toute réussite est suspecte. Suspecte pourquoi ? Parce qu'elle est supposée se faire au détriment des autres. Et c'est un prisme qui induit derrière effectivement tout ce jugement de valeur fondamentalement différent entre le monde anglo-saxon et le monde européen, latin, on va dire, sur la réussite. Oui, Moi, je veux intervenir là-dessus. Je pense que le monde anglo-saxon est très obscur sur le mode de création de richesse. Hein.
vous avez des sous-jacents, et puis derrière, il y a énormément d'intermédiation. Moi, je l'ai observé de très près, étant en poste à Londres. Et vous voyez, ils vont par exemple créer des produits comme par exemple les stocks options. Je peux vous dire qu'en France, les stocks options, ça fait un scandale dans les entreprises, même les grosses entreprises, parce qu'on y a vu un effet d'aubaine. C'est-à-dire que globalement, une entreprise, c'est pas uniquement un travail, c'est un travail collectif sur de longues générations. Et puis à un moment donné, on sort ce produit et vous voyez une manne arriver sur quelques-uns parce qu'ils manipulent bien l'information, parce que ils savent donner justement la justification d'une augmentation de cours, etc., etc. Et les deux lésés dans cette opération, c'est éventuellement ceux qui sont un peu jaloux, qui étaient les prédécesseurs, qui n'ont pas profité de cet effet d'aubaine. Et puis, en second lieu, c'est ceux qui sont derrière, qui vont devoir justifier après par leur travail la valeur de l'entreprise. Et là, il n'y a pas besoin d'être théoricien, il n'y a pas besoin d'être, pardonnez-moi, d'être sociologue. C'est que vous êtes dans une entreprise, vous avez des gens qui observent cette réalité, et il n'y a pas besoin de me remonter au fondement du protestantisme ou, je veux dire, de l'humanité. Il y a fondamentalement des problèmes qui se posent aux uns aux autres, parce que là, on n'est plus dans un rapport de 1 à 5 de différence ou de 1 à 3, ce qui paraît acceptable encore. Quand vous mettez des gens sur un même territoire, les gens vont accepter une différence de rémunération de 1 à 3. Et quand vous êtes de 1 à 100, voire à 1000, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a cette défiance. Alors que le rôle de l'entrepreneur est absolument nécessaire. Et en France, on manque d'entrepreneurs, on manque d'usines, on manque de tout actuellement par rapport aux activités qui sont, de notre point de vue, au niveau de la Fondation, créatrices d'activités intellectuelles, puisqu'on est des scientifiques, on a travaillé sur ces sujets, on veut le développement du cerveau, et on est quelque part un peu scandalisé de voir que l'argent sans maître s'oriente sur des opérations qui vont bien sûr satisfaire quelques-uns en petite quantité. Père de Romanet, quel est le maître de l'argent ? Alors, évidemment, nous sommes à Paris, au Collège des Bernardins, mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention, et grâce à la Bible, nous avons cette chance formidable d'avoir un peu de perspective et de ne pas nous enfermer dans un débat extraordinairement hexagonal, très rapidement. L'argent, c'est l'idole par excellence. Une idole, c'est une réalité de ce monde qui passe, devant laquelle je me prosterne, comme si elle me donnait le salut. Alors, nous connaissons bien l'histoire du peuple de la promesse qui se prosterne devant le veau d'or, et nous en sourions volontiers avec un certain dédain. Or, en réalité, nous voyons bien que le monde contemporain est entouré de veaux d'or devant lequel un certain nombre de nos contemporains, et nous parfois, nous prosternons. Et il faut faire attention à ne pas être fasciné par cette dimension, pas plus pour soi-même que pour les autres. Parce qu'il y a une manière d'être fasciné par l'argent des autres et d'idolâtrer l'argent des autres qui peut être tout aussi mortifère. L'argent est un serviteur, l'argent est une responsabilité, l'argent, c'est un risque considérable, parce que ça donne une illusion de puissance et de domination, une illusion de privilège et de droit. Et toutes les études assez fines qui sont faites sur les personnes qui disposent de beaucoup de revenus financiers manifestent que c'est loin de faire le bonheur. Tout au contraire. Les enfants de personnes ayant des capitaux considérables à leur disposition ont un indice de bonheur tout à fait inférieur à celui de beaucoup de leurs contemporains qui vivent dans des conditions beaucoup plus simples. Et même pour forcer le trait, Mère Teresa, qui avait une grande capacité à faire la quête dans les pays occidentaux, disait qu'elle était frappée de voir tous ces gens qui disposaient de tout matériellement et qui étaient tristes à mourir, là où un certain nombre d'enfants en Inde n'ont rien et ont pourtant le bonheur dans les yeux. Alors, ne poussons pas le trait à les caricatures, mais l'argent, au-delà d'un certain niveau, jusqu'où n'est-il pas source d'angoisse, d'inquiétude, d'isolement ? L'argent est destiné à circuler, à faire vivre, à donner, à échanger. Et c'est formidable quand il peut être vécu ainsi. L'argent que je thésaurise, en réalité, m'asphyxie, m'étrangle.
c'est conduit à une forme de nécrose. C'est redoutable d'être riche. Vous l'avez peut-être constaté, madame, dans vos enquêtes sociologiques, combien la richesse est une source d'angoisse permanente. Pas du tout. Eh bien, écoutez, je pense que vous auriez mis un certain nombre de riches sur votre divan, ou peut-être votre divan n'a peut-être pas tous les ressorts pour cela, mais vous auriez constaté combien c'est angoissant de voir la bourse monter et descendre, c'est angoissant de se poser en permanence en question. Être riche est épuisant, absolument épuisant. Je suis heureuse que ce soit le prêtre qui le dise. Mais alors, est-ce que la sociologue a le droit de... Ah, là, Bien c'est sûr. tout à fait. Alors, donc, la sociologue est sociologue jusqu'au bout d'elle-même et évidemment récuse sur le thème de l'argent un discours psychologisant. C'est-à-dire que la psychologisation du social, telle que, à mon avis, elle s'est mise en route autour de cette table, en parlant de la culpabilité qu'il y aurait par rapport à l'argent en France et pas aux États-Unis, en parlant de la suspicion systématique de l'argent et de la réussite dans notre pays, en parlant de cercles vertueux, en parlant, vous, père de Romanet, de fascination pour l'argent, d'idolâtrie, le bonheur, l'angoisse, toutes ces questions qui sont des vraies questions. Mais ce ne sont pas mes questions à moi. Parce que mes questions à moi, elles récusent complètement la psychologisation du social. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'on... Qu'est-ce que vous appelez la psychologisation du social? Alors, la psychologisation du social, c'est un langage qui est très présent sur tous les plateaux de télévision et dans beaucoup de cercles vertueux, où on emploie ce type de langage pour cacher l'essentiel, c'est-à-dire la violence dans les rapports de classe, la violence sociale dans les rapports de domination. Le fait qu'il y ait une classe sociale qui, aujourd'hui, s'approprie l'argent en fonction de ses intérêts et se l'approprie, c'est très grave ce que je vais dire, mais nous le développons avec mon mari, avec des enquêtes approfondies. On a publié, je crois qu'on en est à notre 20e livre ensemble sur ce thème. Le dernier, La violence des riches, et je le disais, gratuit sur Internet. Et vous pouvez vérifier que tout ce que je dis est validé par des enquêtes sérieuses. C'est que... l'oligarchie, la classe dominante, je sais pas, la confrérie des grandes familles, je ne sais pas quel mot utiliser, les propriétaires des moyens de production, ont transformé l'argent en une arme financière contre les classes moyennes et contre les classes populaires. Et je donnerai un seul exemple pour bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire. La crise financière de 2008, qui n'est qu'une crise financière à 100% liée à la spéculation totalement mondialisée et totalement irresponsable à l'échelle de la planète, a été transformée de dettes privées de la responsabilité des seuls spéculateurs et fraudeurs en une dette publique que les travailleurs et les salariés des pays occidentaux, que nous, Français, nous devons aujourd'hui payer. Et l'argent est une construction sociale qui reflète les rapports sociaux de domination dans notre société, au point que le déficit et la dette dont on vous rabat les oreilles tous les jours, ce sont des constructions sociales, c'est-à-dire que c'est du pipeau. Vous avez, et c'est un grand journaliste que j'apprécie beaucoup, Antoine Peillon-Delacroix, qui l'a montré dans un livre magnifique, les 600 milliards d'euros qui manquent à la France parce qu'ils sont dans les paradis fiscaux. Eh bien, vous voyez très bien qu'avec les 600 milliards, nous n'avons plus de déficit, il n'y a plus de trou de la sécurité sociale, il n'y a plus de dette publique. Donc, ce sont des constructions sociales. Père de Romanet, je crois que vous voulez réagir. Très simplement, je crois que le propos est avant tout biblique et spirituel, et je crois qu'on est en plein dans le thème qui nous occupe. Je reviens quand même d'un mot sur l'importance de ne pas être enfermé ni dans une période spécifique, ni dans un hexagone par trop restreint. J'ai eu la chance de vivre longtemps à l'étranger, notamment 8 ans aux États-Unis, et c'est une société sans classe, c'est une société où l'argent est vécu de manière extraordinairement différente, et je crois que ça nous fait du bien de respirer un autre air et de voir d'autres manières d'aborder les choses pour voir à quel point l'écriture,
l'Évangile, les paroles du Christ, sont aujourd'hui d'une acuité tout à fait extraordinaire pour nous donner les questions fondamentales sous-jacentes à une analyse sociologique située dans un prisme de rapport de classe qui est dans une analyse extraordinairement contextuée. Moi, je ne suis pas tout à fait Jean-Marc Richard. de votre point de vue sur, en tout cas, une société que moi j'ai pu découvrir, qui est la société anglaise. C'est pas la société américaine en termes de communication, mais c'est une société où, très concrètement, ce sont les propriétaires. Et d'ailleurs, la reine d'Angleterre est la reine des propriétaires. Quand vous voyez que le foncier est l'archétype de la société avec classe. Avec classe, et je pense que les Américains sont plus subtils en termes de communication, mais il y a une culture du don qui est très extraordinaire. Oui, mais la manière dont l'argent et l'information qui permet de maîtriser l'argent, c'est réservé à quelques-uns. Et on voit bien comment les inégalités se développent aux États-Unis. Alors, ce que je voulais... Parce que elles sont énormes aux États-Unis. Énormes. Comment pouvez-vous dire, père de Romanet, que les États-Unis, c'est une société sans classe? Vous savez où en est le SMIC aux États-Unis? Il n'y a pas de SMIC. Le taux horaire n'est même pas de 5 euros, ne correspond même pas à 5 euros. Je vais expérimenter ce qu'ont vécu tous les gens qui ont vécu très longuement aux États-Unis. Quand ils rentrent en France, leur vis-à-vis leur explique les États-Unis. Mais ce qui si vous voulez, on peut faire une analyse. Je crois que si vous voulez, aujourd'hui, on est quand même... et je partage assez votre point de vue sur la privatisation, la nationalisation de dettes privées. Et c'est encore les anglo-saxons, avec les subprimes, qui savent monter ce genre d'opération et refiler à des banques islandaises, sous-informées. La France n'a pas été trop touchée et trop concernée par cela, mais qui savent refiler leurs problèmes. Alors eux, ils ont... et là aussi, je pense la monnaie joue un rôle énorme. Et quand vous voyez le roi dollar, il faut comprendre aussi ce que c'est que l'Empire américain, l'armée qui est derrière pour soutenir la valeur d'une monnaie. Et c'est quand même un jeu de puissance. Hein. On peut pas le nier. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que véritablement, on sent que les moteurs sont à l'arrêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit bien que ceux qui sont restés sur le territoire français, parce que parmi les riches, il y en a énormément qui sont partis. Les fortunes, elles se déplacent rapidement puisque on est sur des zones monétaires, on est sur des flux, comme vous le disiez, c'est même pas à la seconde, c'est à la milliseconde, donc que les virements peuvent circuler dans le monde. On est sur des masses considérables. Et donc, comme l'argent est un flux, on voit bien que les jeux d'optimisation sont individuels. Et personnellement, moi, je suis assez adepte aujourd'hui qu'il y ait des règles de gouvernance assez strictes sur, en particulier, la richesse. C'est-à-dire que je pense qu'il faut plutôt concentrer sur des personnes morales la richesse, mettre des règles de gouvernance plus adaptées, parce que j'ai le sentiment que quand on a à la fois l'avoir et le pouvoir, on a des tas de gens qui sont laissés pour compte, alors qu'on pourrait les développer bien mieux. Et je pense aussi qu'il faut qu'il y ait des lieux, peut-être comme celui-ci, d'agora, où il y ait des échanges beaucoup plus approfondis entre gens qui ont des cultures différentes, et pour éviter un petit peu ce cloisonnement, et parce qu'il existe, hein, et on ne peut pas aller dans le mur continuellement. Il faudra bien à un moment donné, je ne sais pas si on peut encore payer ses dettes, parce que vous savez que ça peut être grave, hein, une histoire comme celle-ci. La façon dont les pays jusqu'à présent ont payé leurs dettes, c'est soit l'inflation qui peut donner lieu à l'hyperinflation, soit la guerre. Donc il n'y a pas
je ne veux pas être le pessimiste vous parliez tout à l'heure de la table, mais c'est quand même, à mon avis, une période extrêmement difficile. Le gouvernement, je crois que c'était en mai dernier, a renoncé à limiter le salaire des grands patrons, hein, à s'en mêler, en disant... Des grands patrons du secteur public. Du secteur public. Pas Tout du à fait. privé, Oui, hein. oui. Pas du privé. Ah ben oui, mais c'est très important la différence. Mais on a quand même l'impression que il y a un ressort aussi, il faut mettre en œuvre un ressort personnel. Moi, j'avais envie de demander à Jean-Christophe Delaunay, est-ce qu'il y a un moment où gagner plus ne sert à rien? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a quand même, vous parliez tout à l'heure d'un cercle vertueux, hein, qui faisait que aussi le fonctionnement sain d'une société, si on veut gagner plus, c'est une machine aussi qui se met en route? Alors, à titre personnel, il y a un moment où oui, gagner plus ne sert à rien, bien sûr, parce que les journées n'ont que 24 heures. Et par rapport à l'argent, il y a, si je schématise un petit peu comme je prendrais les différents pantones qui font le spectre de la couleur, il y a un nombre limité, on va dire, d'attitudes par rapport à l'argent. Il y a une première attitude qui est de se dire « je m'enrichis pour garder l'argent ». Et en gros, c'est le principe des avares et des avaricieux. Je fais ma cassette, je la grossis, ce qui est totalement stérile, non seulement pour la personne qui fait ça, et y compris encore plus, évidemment, pour tous les autres. Première attitude. Deuxième attitude, c'est au contraire de dépenser, flamber. Alors, on va dire, flamber, c'est pas très productif, ça a au moins un mérite, c'est que ça met l'argent en circuit, et comme on le disait tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas, c'est que l'argent soit un stock, ça doit être un flux qui circule entre les gens. Donc ça a au moins ce mérite-là, même si on peut se poser des questions ou pas sur l'éthique de surconsommer. Troisième attitude possible avec l'argent, au-delà de s'enrichir, de dépenser, c'est d'investir. Investir pour créer, investir pour produire quelque chose de différent ou de plus, pour générer une création de valeur plus globale. Troisième attitude. Et quatrième attitude, c'est donner, c'est partager. Donc j'ai de l'argent, je peux le garder, je peux le dépenser, je peux l'investir ou je peux le donner. Ensuite, la question de l'éthique personnelle, c'est où est-ce que chacun met son curseur sur ces différentes attitudes. Et personne n'est à 100% le curseur à 100% sur une attitude. Il y a forcément des équilibres qui se font parce que chacun va garder un petit peu pour les, comme disait Jean-Marc Richard, pour les mauvais jours. Chacun va dépenser un peu parce que quand même, on se fait plaisir. On va investir et puis on va potentiellement donner. La question de l'éthique personnelle, c'est où je mets mon curseur par rapport à la masse d'argent que j'ai. Il est évident que, en fonction des moyens que j'ai, le curseur peut se déplacer différemment. Mais ce qu'il est extrêmement étonnant de constater, et d'une certaine manière c'est aussi rassurant, c'est que quel que soit son niveau de richesse, les personnes jouent sur ces quatre curseurs. Il n'y a pas besoin d'être très riche ou d'avoir beaucoup de moyens pour partager ou donner. Ce n'est pas du tout l'apanage des riches de partager et de donner. Il n'y a qu'à voir les succès de toutes les émissions ou de toutes les associations qui font appel au bénévolat ou au caritatif et aux dons. Donc c'est vraiment ça, ce point important. Ensuite, la réponse elle ne peut être que personnelle. Par contre, il peut y avoir une organisation collective au niveau des pouvoirs publics, et là on repasse dans l'aspect de la société et du jeu collectif, pour favoriser tel ou tel niveau de curseur sur ces différentes attitudes. Il nous reste à peine 8 minutes, le temps passant très vite. Je vais vous laisser la parole à chacun à nouveau. Jean-Marc Richard, donc vous êtes président bénévole donc d'une association qui aide des personnes inadaptées à s'insérer, à trouver du travail, etc. Quelle est la place de la richesse, justement? Quelle est la démarche? Est-ce qu'on peut renoncer à faire fortune pour une autre richesse? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Je crois que d'abord, on est quelque part, naître. Et donc, il se trouve que j'ai travaillé avec un homme qui, lui, avait eu un fils trisomique. Et quand il a présenté son enfant à l'école de la République, on lui a expliqué que on ne savait pas quoi en faire. Donc, on ne lui a pas pris. Et donc, à partir de là, il a conçu toute une organisation qui visait à démontrer qu'on ne naît pas débile pour le rester éternellement, alors que c'était une des idées très ancrées dans la société française en particulier. Et ces 50 ans de vie soutenus par un homme qui est le professeur Robert Debré,
Donc des scientifiques qui ont démontré que par le travail manuel et par les apprentissages, on peut développer le cerveau des personnes. Et notre organisation, globalement, a permis à 1000 personnes qui dépendaient d'une manne publique, qui représente à peu près 12 000 euros par an, de trouver une activité et donc une citoyenneté comme n'importe quel salarié, ouvrier. Voilà. Et cette démonstration, si vous voulez, elle permet de montrer que quelque part, parce que vous avez, quand on parle de richesse, on parle bien sûr de flux, on parle aussi de stock. Quand vous avez une dette qui représente à peu près 2000 milliards, la richesse d'une nation, c'est bien sûr la richesse de tous les possédants, c'est par rapport à des appréciations de marché, c'est assez compliqué. Mais globalement, pour faire simple, vous avez de l'actif et du passif, vous avez une richesse immobilière, et puis vous avez des dettes. Et donc, quand on contribue à diminuer l'endettement de l'État, en permettant à des gens à la fois de trouver une place dans la société et aussi en diminuant le coût qu'il représente pour la société, on peut estimer que cette organisation conduite par cet homme a permis de créer une richesse de 500 millions. Voilà. Donc, ce n'est pas une bagatelle, si vous voulez, quand on parle de 2000 milliards versus 500 millions. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces méthodes de travail qui partent par une gouvernance où à la fois il y a des intérêts publics, on est un conseil, on est une fondation reconnue d'utilité publique, donc on a 11 administrateurs, 3 collèges, les fondateurs qui représentent les familles, 2 représentants de l'État, et puis 5 personnalités qualifiées. On a une gouvernance où globalement la richesse ne nous appartient pas, elle appartient à la communauté. Et puis bien évidemment, on fait des stratégies qui visent à faire en sorte que les gens progressent, puis sortent dans des entreprises ordinaires. Et je crois que ça intéresse des gens aujourd'hui, puisqu'on est en panne de croissance, mais aussi on est en panne de projet, parce que tout le monde ne peut pas aller dans le numérique. Hein. Je pense que mon ami Jean-Christophe, on est bien d'accord. Donc, il y a des effets de mode, mais on a besoin de lieux où le travail manuel se développe. Et cela dit, on voit bien que, quand on se compare aux Allemands, on voit bien qu'eux s'en sortent mieux collectivement que la société française aujourd'hui. Monique Pinson-Charlot. Moi, je vais être la lanceuse d'alerte de la soirée, en disant que l'argent est effectivement, et c'est pourquoi j'ai été très heureuse de venir ce soir ici, est vraiment au cœur des problèmes auxquels nous sommes confrontés, parce que je dirais que la phase néolibérale que nous sommes en train de vivre au sein de l'évolution du système capitaliste, cette phase où les financiers prennent le pouvoir, pour dire grossièrement les choses, sur le politique, est confrontée à 3 énormes problèmes qui mettent en menace l'humanité et la planète Terre. Ces 3 menaces sont les suivantes: des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres qui n'ont peut-être jamais existé, qui sont énormes, premièrement. Deuxièmement, une instabilité financière terrible. La prochaine bulle, quand elle va exploser, je connais des économistes qui disent qu'ils pleurent le matin en prenant leur petit déjeuner. Et la troisième, qui est terrible, c'est celle du dérèglement climatique et qui est évidemment liée à l'argent sans foi ni loi. Jean-Christophe Delaunay, un mot pour terminer ce débat. Je disais pour moi que comment favoriser la création de richesse, puisque c'est le thème. Et moi, je reviens sur, effectivement, mais la création de richesse au profit de tous. Je reviens sur le rôle du politique. Et je voudrais juste rebondir sur l'actualité récente, puisque ce sont des chiffres qui sont sortis fin de semaine dernière, je crois, de la CNUSED, qui expliquait qu'aujourd'hui, en France, le montant des investissements étrangers en France a baissé de 77% en 2013, alors qu'il augmente en moyenne de 25% dans tous les pays européens, qu'il augmente de 390% en Allemagne, ce qui montre bien que l'Allemagne s'en tire plutôt pas mal. Et on se retrouve, la France, lanterne rouge de l'Europe en termes de montant, c'est-à-dire qu'il y a 5,7 milliards de dollars investis par l'étranger directement en France,
C'est 37 en Espagne. Fondamentalement, tout cet argent qui ne s'est pas investi, il n'a pas permis de créer de la valeur en France. Il a été en créé ailleurs. Et c'est là où, en termes de rôle et de responsabilité du politique, il y a des enjeux majeurs pour orienter et favoriser une activité qui se développe en France plutôt qu'elle se développe à l'extérieur. C'est une vision très hexagonale, mais là-dessus, on va prêcher pour notre paroisse et on est en France. Qui ne va pas, une vision hexagonale qui ne va pas être incompatible avec l'ouverture que je vais proposer au père de Romanet, le pape François qui remet la pauvreté en question, qui nous invite à nous interroger. Quel est le message de ce pape François et qu'est-ce qu'il nous invite à vivre? Mais le message du pape François reprend l'Évangile. Je crois que si on reprend exactement le thème de notre soirée, enrichissez-vous. Alors c'est première personne, deuxième personne du pluriel, mais c'est aussi enrichis-toi, c'est une interpellation personnelle. Et je crois que ça nous invite surtout à un discernement personnel et à un examen de conscience personnel. Comment nous nous situons chacun vis-à-vis de cela? Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut renoncer à la richesse? Eh bien oui, tous ceux qui font de vœux de pauvreté renoncent à posséder pour eux-mêmes et ils en conçoivent une extraordinaire liberté. C'est pas la misère, la pauvreté. C'est totalement différent. C'est un regard, c'est une attitude spirituelle très profonde. Alors je crois qu'il faut bien se dire que pour chacun d'entre nous, l'argent révèle la hiérarchie de mes priorités. L'Église a toujours distingué entre les biens de nécessité, les biens de confort et le superflu. Et je suis invité à donner l'essentiel de tout mon superflu et une partie des biens de confort, en me disant que je ne suis que le gérant de ce qui m'a été confié. Et c'est tout à fait décisif. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et c'est à partir de cet examen de conscience que les choses peuvent bouger. Alors, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, il paraît qu'il y avait à Jérusalem une porte qui s'appelait la porte de l'aiguille, et qui avait comme caractéristique d'avoir une taille telle qu'un chameau pouvait passer sous cette porte à deux conditions. La première, c'était d'être débarrassé de tous les bagages qui étaient sur son dos, qu'il transportait, se libérer de tout ce qui l'encombrait, et d'autre part, de se mettre à genoux. Voilà. Se libérer de tout ce qui nous encombre et se mettre à genoux. Voilà pour passer la porte de l'aiguille et rentrer à Jérusalem, le lieu où nous sommes tous attendus de la manière la plus définitive et la plus magnifique. Bien, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, vous retrouverez Adrien Lecoeur et ses invités qui s'interrogeront sur l'instrumentalisation de la biologie à l'école. Je vous souhaite une très bonne soirée.